je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Paris, La Défense, 19 mars 2012. Parmi ces tours, le siège de la Corporate Investment Bank du Crédit Agricole. Et dans cet immeuble, les bureaux de Chevreux, le plus important broker indépendant en Europe, qui conseille 1200 fonds de pension, banques, investisseurs institutionnels. Avec des bureaux à travers le monde, à Boston, San Francisco, New York, Tokyo, Zurich, Madrid, Athènes. C'est d'ici qu'est parti ce papier. C'est une note brève en anglais de seulement 9 pages, qui n'était pas destinée au grand public, seulement aux opérateurs de marché. Mais quand on est tombé sur ce document, on a eu l'impression de découvrir le plan de bataille des financiers. Car eux préparent déjà la préélection. Et ils comptent bien en tirer une victoire, quel que soit le vainqueur, la fin du CDI. On a donc contacté l'auteur de ce texte, Nicolas Doisy, le chief économiste de Chevreux. Il a accepté de nous recevoir. François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier, soit à ses électeurs, puisqu'il est certain de ne pas parvenir à réconcilier les deux. Déjà, on a des investisseurs anglo-saxons qui s'étonnent du faible détail qu'on puisse avoir, qu'on reçoit des candidats dans leur programme. En fait, les candidats n'ont pas de programme, pour le faire simple. Les investisseurs anglo-saxons que je rencontre me demandent souvent, mais où est le programme? Je leur dis, il n'y en a pas, et pour cause, c'est un jeu tactique pour l'instant. Le programme, on saura une fois l'élection finie, et en fait, on le connaît déjà. Il sera imposé par l'appartenance à la zone euro. C'est ça le point important. C'est que le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande, c'est rester dans la zone euro versus satisfaire les demandes de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant, on le voit depuis la crise grecque. Il sait qu'il sera pris à terme à un moment entre la pression de ses électeurs et la pression des marchés. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Vous vous dites non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus, c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez the famous CDI, le fameux CDI, contrat à durée indéterminée. Qui que soit le prochain président de la République française, c'est un travail qu'il va devoir faire, parce que tout simplement la pression des pairs dans la zone euro, la pression des pairs, c'est-à-dire de l'Italie, de l'Allemagne, de tous les autres pays. Quand vous regardez bien, l'Allemagne, au milieu des années 2000, a fait ce genre de réformes. L'Italie, l'Espagne sont obligés de les faire aujourd'hui, la Grèce aussi. Au nom de quoi la France pourrait-elle s'en dispenser? Ça revient finalement à réduire substantiellement un certain nombre de garanties dont ont bénéficié jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment. Et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs, les travailleurs français. Alors, juste une question qui me vient comme ça. Vous êtes en CDI ou vous n'êtes pas en CDI, monsieur Doisy? Je suis en CDI, bien évidemment. Voilà. La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français en lui faisant accepter des réformes correctes, dont celle du marché du travail. François Hollande dit « Je vais demander la renégociation du dernier traité européen ». Vous écrivez ça. François Hollande il va avoir à naviguer à travers des forces dans la gauche, notamment à cause du référendum manqué de 2005. Et dans cette perspective, vous écrivez « Dans cette perspective, il serait politiquement intelligent que ses pairs de l'eurozone, donc ses partenaires allemands, belges, italiens, ainsi de suite, permettent à François Hollande de prétendre qu'il leur a arraché quelques concessions, même si c'est faux en réalité. La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français, pour rouler, j'ai lu to trick, rouler, tromper, pour tromper le public français, en lui faisant accepter des réformes
convenables, dont celle du marché du travail. Alors, avant d'entrer dans le fond du sujet, je voudrais préciser un point. Les gens de marché s'expriment de façon très directe. Donc, le vocabulaire que j'ai pu choisir dans la citation que vous venez de lire paraîtra peut-être excessif à beaucoup de vos auditeurs. Maintenant, c'est vrai que voilà, on s'embarrasse pas dans les marchés, on va pas s'embarrasser de finasserie, on va aller directement au point. Donc, de rouler les électeurs français, c'est peut-être un mot quand même excessif. L'idée, c'est de dire, ce sera une concession en quelque sorte de façade qui aurait été faite à François Hollande et au peuple français entre guillemets, de façon à ce que tout le monde constate qu'à la fin des fins, il les faut bien les autres réformes, les fameuses réformes structurelles dont personne ne va entendre. Ce que vous dites, c'est, admettons, il y a un sommet à Bruxelles, François Hollande, il demande une partie sur la croissance, les autres Européens, ils vont faire comme si, ah bon, bah d'accord, allez, on t'accorde ça, ils rentrent ici en France en disant, regardez ce que j'ai obtenu, et du coup, il peut dire derrière, ben, en échange, nous, on va libéraliser notre marché du travail. Et vous avez parfaitement compris le sens de mon propos, c'est exactement ça. C'est vraiment une petite mise en scène, c'est un petit théâtre. Alors, il ne faut pas avoir l'impression que je fais de la théorie du complot là, et qu'on manipule tout le monde. Le script est un peu écrit. Si on est malin, on ne s'écartera pas trop du script. Et de cette façon-là, on arrivera peut-être à faire passer la pilule de façon un peu plus simple que ça n'avait été le cas au début des années 80. On s'évitera peut-être finalement d'être un peu ridiculisé comme on l'avait été à l'époque. La pression des marchés devrait être une incitation suffisamment puissante pour que François Hollande évite de jouer à des jeux stupides. Maintenant, il y a un danger qui se présente, c'est la semaine qui vient de s'écouler, en particulier le week-end qui vient de s'écouler. On voit que Mélenchon est vraiment en phase ascendante. On a bien entendu ce week-end François Hollande qui dit « Oui, croyez-moi, ça va être du sérieux ma renégociation du traité ». Et bien sûr, il est bien obligé parce que avant de gagner le deuxième tour, ceux qui ont connu 2002 savent qu'il faut gagner le premier. Et quand on voit la montée en puissance de Mélenchon, ce qu'on se dit tout simplement, c'est qu'à partir de maintenant, il va bien falloir que Hollande commence à donner quelques gages à sa gauche. Et c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué pour lui. Parce que les marchés vont commencer à comprendre, vont commencer à le sentir. C'est ça que je veux dire, c'est que le marché ne laissera pas passer de toute façon. Alors, je faisais un récapitulatif. Je disais, cas numéro 1, François Hollande est conciliant et il revient de lui-même sur ses maigres promesses de campagne. Il libère le marché du travail. Il en finit avec le CDI tel qu'on le connaît. Cas numéro 2, il lui faut une petite pression de ses partenaires européens, une petite concession qui lui serve de prétexte, et derrière, il libéralise le marché du travail. Cas numéro 3, le pire, mais pas le plus probable, vous nous dites, il refuse de se plier à ce programme, à cette injonction, et alors les marchés vont le punir, le rappeler sérieusement à l'ordre. C'est bien ça? Oui. Donc là, jusque-là, dans les trois cas, c'est toujours les marchés. Quand vous dites soit les électeurs, soit les marchés seront déçus, dans les trois cas, c'est toujours les électeurs qui seront déçus et les marchés qui gagnent. Oui, regardez la Grèce, regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez tout ce qui se passe en Europe depuis 2010. On a bien vu que de toute façon, à la fin, c'est le marché qui l'emporte. Je ne suis pas en train de dire que le marché a nécessairement raison, et, au sens moral du terme, en tout cas, il aura raison factuellement, puisqu'il s'imposera, ça c'est clair. Donc c'est de ce point de vue-là que je le dis, oui, en effet. Vous avez raison, les électeurs risquent d'être plus perdants que les marchés. Je ne sais pas où vous m'emmenez en fait. Je propose un quatrième cas. L'irruption du peuple sur la scène de l'histoire. Hier à Paris... La prise de la Bastille. Pardon ? La prise de la Bastille numéro 2. Hier à Paris, il y avait, bon, on va pas chipoter, 80 000, 90 000, 100 000, 120 000 manifestants à l'appel du Front de gauche. Si, comme en 1936, on avait une élection qui s'était suivie de mouvements de masse, de manifestations, de grèves... Qu'est-ce qui se passe en Europe ? Là, je crois que c'est le gros coup d'angoisse. On va être très clair, ça va être le gros coup d'angoisse parce que si, quand les Grecs manifestent, on a déjà une Europe qui se sent sur le point d'exploser, je vous laisse imaginer pour la France.